marche là? Ouais. Bien, on va commencer. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir bien voulu assister à cette table ronde consacrée à un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui prend tout son sens aujourd'hui avec l'actualité récente et les vols qui ont été perpétrés dans un certain nombre de musées de notre pays. Ce sujet, c'est celui du dilemme qu'il y a entre l'ouverture des musées, plus largement des établissements culturels, au public, une ouverture peut-être toujours plus encouragée, et puis parallèlement cette nécessité de sécuriser les collections. Et l'idée de cette table ronde, c'est de voir comment tout ça est conciliable ou non, voilà, et d'échanger à ce propos. Rappelez que la mission fondamentale des musées, c'est de conserver les œuvres, de les étudier et puis de transmettre les collections au public, à la société. Donc je vais présenter nos intervenants autour de moi. Donc, à commencer donc, par à ma gauche Robert Blaiseau, qui est directeur des musées de la métropole de Rouen, soit 11 musées, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, avec des musées qui vont du plus petit musée possible à des grands navires, voilà, comme le musée des Beaux-Arts, c'est ça. Vous avez été aussi auparavant directeur du musée de Saint-Lô, me semble-t-il, dans la Manche. Dans la Manche. Donc voilà, ça sera intéressant d'avoir votre retour, d'autant que vous avez une position très affirmée sur l'ouverture des musées au public. À sa gauche, le député Christophe Marion, dont vous avez dû entendre beaucoup parler récemment, puisque le Premier ministre Sébastien Lecornu et l'ex-ministre de la Culture Rachida Dati lui avaient confié une mission concernant la sécurisation des établissements culturels, avec à charge pour lui et les personnes qui l'entouraient d'établir des recommandations, un rapport tout d'abord bien sûr, et des recommandations, ce qu'il a fait, dans un rapport, je dois le dire, très complet, très riche, vraiment intéressant, un excellent état des lieux de la situation de la sécurité de nos établissements culturels. C'est vraiment une mine d'or. Voilà. Et puis pour terminer, Loïc Poussel, qui est aujourd'hui directeur adjoint de la sécurité au sein de Radio France et qui, par le passé, donc, a exercé au Grand Palais comme directeur sécurité-sûreté, avec là des enjeux liés à un nombre important d'événements dans cet établissement, ainsi que donc des expositions temporaires, donc confrontés à des problèmes de sécurité. Donc merci à vous de m'entourer aujourd'hui. Pour moi-même, je me présente très rapidement. Je suis donc Stéphane Théfaut. Je suis aujourd'hui consultant indépendant en sécurisation du patrimoine culturel. J'ai exercé par le passé à la mission sécurité du ministère de la Culture, qui est aujourd'hui la MISA, que vous connaissez certainement, beaucoup d'entre vous. J'ai ensuite travaillé au sein d'Interpol à l'unité œuvres d'art, trafic des biens culturels. J'ai aussi fait des missions pour l'UNESCO, pour l'ICOM. Je suis aujourd'hui encore membre de l'ICOM Security, ICOM Security. Et donc voilà pour moi. On va commencer, si vous voulez bien, cette table ronde par une question adressée au député Christophe Marion. Je souhaitais savoir, monsieur le député, si dans le cadre des nombreuses auditions que vous avez pu conduire, ce sujet de ce dilemme, cet équilibre à avoir entre l'ouverture et la sécurisation des œuvres, est-ce que c'est un sujet qui a été abordé, qui a été très prégnant, ou au contraire ça a été un non-sujet et que ça n'a pas été évoqué?
Bonjour à toutes et à tous, et puis merci évidemment de votre invitation. Juste pour préciser, le rapport que j'ai rendu, c'est aussi le fruit d'une action collective. J'ai été entouré par des inspectrices générales des affaires culturelles, inspectrices générales de l'administration, donc je veux leur rendre hommage aussi aujourd'hui. Et si ce rapport est de qualité, ce que j'espère, c'est en effet en grande partie aussi grâce à elle. Alors, en effet, on a abordé cette question, cette problématique finalement de conciliation entre les questions de sécurité et de sûreté. Mais je crois que ça n'a pas posé de problèmes fondamentaux aujourd'hui. Je crois que ce qu'on a entendu dans nos interventions, c'est que les questions le musée doit être pris en compte avec une vision holistique des choses. C'est-à-dire on ne peut pas séparer la question de sécurité incendie, de risques naturels, de terrorisme, de cybermenaces, de conflits armés, d'ingérence étrangère et de vol, cambriolage, dégradation. On ne peut pas tronçonner les choses. Et je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui parmi les responsables d'établissements qu'il faut avoir sur ces questions-là une vision holistique et considérer que l'établissement culturel, musée, patrimoine qui comporte des collections publiques doit être regardé comme un tout. Et ça, c'est véritablement quelque chose que je ressens des différentes interventions que j'ai pu avoir. Une question adressée à Robert Blaiseau et à Loïc Poussel ensuite. Pour vous, quel serait l'équilibre idéal qu'il y a entre cette nécessaire accessibilité des musées au public et puis parallèlement cette mission de protection des œuvres? Oui, je crois que la question de la sécurité, de la sûreté des collections, c'est quelque chose qui ça relève de l'outil, du moyen et non pas de la finalité, alors que la valorisation, la monstration, le fait de rendre accessibles les collections, c'est bien notre finalité, notre objectif. Et donc, je ne sais pas si l'idéal existe, mais en tout cas, pour moi, c'est dès lors que la sûreté et la sécurité s'effacent, finalement, sont présents, garantissent qu'on puisse assurer la monstration, la présentation, la valorisation des collections, tout en étant en background, en quelque sorte, en arrière-plan, mais toujours présent. Voilà, je pense qu'il ne faut pas que la sûreté prenne le dessus sur la monstration, parce que ça donne quelque chose qu'on a tous fait dans nos musées depuis le vol du Louvre, ça donne la mise en réserve de collections dites sensibles, des bijoux, des pierres précieuses. Et là, d'une certaine manière, on abdique notre vocation de valoriser ce patrimoine quand on met en réserve des collections que l'on veut présenter. Donc voilà, à nous de travailler sur la manière dont on peut concilier évidemment ces différentes contraintes. Mais comme le disait très justement monsieur le député, le sujet, c'est effectivement l'ouverture au public et l'ensemble des contraintes qui entourent notre mission, qui sont très diverses, qui sont parfois contradictoires entre elles et qui évoluent dans le temps. Il y a des contraintes ou des menaces nouvelles. Et donc, c'est sans arrêt des questions d'arbitrage, finalement, entre ces différentes contraintes, entre les évolutions des menaces. Voilà, on parle très récemment du risque cyber qui se développe beaucoup. La question, c'est pas est-ce qu'on va être touché, c'est quand on va être touché. Voilà, ça, c'est quelque chose dont on ne parlait pas forcément beaucoup il y a encore quelques années. C'est un risque supplémentaire, il faut arriver à le concilier avec les autres risques, les autres menaces. Juste, si je comprends bien, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, pour vous, ou j'ai mal compris, c'est que la valorisation des œuvres et des collections prend quand même prend le pas sur la sécurisation qui n'est qu'un instrument qui accompagne. Parce que je rappelle les missions fondamentales d'un musée qui sont aussi de conserver les œuvres. Et donc ça intègre cette notion de sécurité. Oui, bien sûr, mais si on conserve dans des coffres-forts sans jamais valoriser, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Et évidemment, la sûreté, la sécurité et les autres menaces doivent être prises en compte, bien sûr. Mais voilà, je crois que notre vocation, c'est bien de montrer, de partager. C'est vers cet objectif-là qu'on doit tendre. La sûreté est un moyen, la valorisation est un but. Loïc Poussel, cet équilibre idéal entre cette ouverture et puis cette nécessité de sécuriser? Je crois que le terme qui a été utilisé, c'est la recherche du point d'équilibre, effectivement. Parce que le propre d'un musée, à la différence on va dire, du milieu bancaire, où au contraire on enferme les valeurs, c'est justement de les mettre à disposition, de pouvoir les rendre accessibles au public, et en plus dans des moments où ces alarmes sont désactivées, puisque le public est présent, le public peut venir autant de fois qu'il souhaite,
et pour les gens qui sont mal intentionnés, peuvent faire autant de repérages qu'ils souhaitent à partir du moment où ils sont porteurs d'un billet. Donc on peut être observé, évalué en termes de défense. Et c'est ça qui fait la particularité de l'approche muséale, à la différence du milieu bancaire. Pour autant, la recherche du point d'équilibre est essentielle, parce que est-ce que il serait intéressant d'exposer des œuvres, ou en tout cas des valeurs inestimables, avec des vitrines qui ne sont pas conformes, par exemple, à ce qui existe dans la haute joaillerie quand vous allez dans une boutique pour acheter des bijoux. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit au titre de la mise en œuvre artistique, de l'accessibilité de l'œuvre par rapport au public. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse se permettre d'avoir des fragilités sur des vitrines. Pour autant, il existe des normes dans le milieu haute joaillerie qui existent, et ce n'est pas forcément appliqué par l'ensemble des musées, ce qui est dommage. Vous avez évoqué effectivement que tout est question d'arbitrage. Je pense qu'aujourd'hui, l'arbitrage est essentiel. Quelle est la priorité? Quelles sont les décisions qui sont à prendre? Et là, il faut que le directeur sécurité du musée ou le responsable sécurité du musée soit parfaitement expert dans son domaine, première chose, qu'il ait une écoute attentive de la part du président ou du dirigeant du musée, et ensuite, à charge de ce représentant du musée de prendre les meilleures des décisions au vu de l'éclairage de chaque domaine de compétences. Tout est fait de choix. Est-ce qu'on engage ou est-ce qu'on n'engage pas? Est-ce qu'on met en place de la sécurité passive qui est pas visible? La réponse est oui, bien évidemment, parce qu'on ne va pas travailler comme dans le milieu bancaire. Pour autant, il faut trouver un point d'équilibre. Et il faut surtout comprendre aujourd'hui quelle est la menace. C'est-à-dire que la menace d'il y a 10 ans, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Il y a 10 ans, on n'avait pas les mêmes atteintes dans les musées. Aujourd'hui, vous avez des mouvements contestataires qui viennent dégrader des œuvres éventuellement qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et il faut se remettre à chaque fois en question. Et ce qui a été décidé il y a 10 ans, il faut réarbitrer à chaque fois, réévaluer et refinancer. Et là, on touche à quelque chose qui est difficile. Merci. Effectivement, le risque est quelque chose d'évolutif. Il n'est pas figé. Et cette analyse de risque, elle doit évoluer au gré de l'évolution des contextes et de l'environnement et des menaces. Donc. On parlait donc de cette mission de valoriser les collections, valoriser les œuvres. Robert Blaiseau, vous avez dit lors d'une interview dans un numéro de Connaissance des Arts, c'était en 2023, je vous lis, « Je rêve d'un musée sans porte, ouvert sur le territoire ». Alors, effectivement, ça s'inscrit dans ce que vous venez de dire, mais c'est une position quelque peu radicale, voire provocatrice, surtout pour les gens qui viennent de la sécurité. Et d'ailleurs, lorsque vous avez été nommé à la tête des musées de la métropole de Rouen, vous aviez pour mission, je lis aussi ce qui vous avait été demandé, d'avoir pour mission de rendre toujours plus accessible à tous les publics les musées métropolitains. Donc cette déclaration que vous avez faite, vous la confirmez aujourd'hui, j'imagine, 3 ans après. Et est-ce que c'est vraiment le fond de votre pensée, ou alors c'était un peu vous jugez ça un peu excessif? Alors je précise que c'était avant le vol du Louvre. J'aurais peut-être pas utilisé ces termes si le vol du Louvre avait eu lieu au moment où j'avais prononcé ces mots. Non, évidemment, c'est une métaphore pour dire que pour moi, un musée doit être ouvert sur la société, ne doit pas être le sanctuaire, ne doit pas être le mouroir à œuvre, comme certains ont pu le décrire au début du XXe siècle, et que cette logique du musée sans porte, c'est le musée effectivement où il y a une vraie porosité, une vraie continuité entre ce qui se passe dedans, ce qui se passe autour, ce qui se passe dans la cité. Et c'est cette logique d'accueil, d'hospitalité qui me semble absolument fondamentale. Évidemment, on est un service public, mais on n'est pas un guichet administratif. Et ça, je crois que c'est quand même très important si on veut tenter de renforcer ce qu'on essaye de faire depuis des décennies, qui est la démocratisation culturelle, on l'appelle comme on veut, mais voilà, d'être toujours plus accessible, de casser les clichés qui collent encore évidemment à la peau des musées en termes de vision qui peut être élitiste, de vision d'un espace totalement coupé du monde, etc.
Et voilà, c'était ça le message, c'était de dire nous essayons de travailler pour que nos musées soient ancrés dans la société, soient le plus accessibles dans la diversité des attentes des habitants, de la population, des touristes, et qu'on puisse parler à chacun. Voilà, j'ai utilisé une autre formule qui est le musée comme à la maison, avec l'idée que on doit pouvoir être bien en fait dans nos musées, et être bien, ça veut dire qu'on développe des démarches qualité, on développe des démarches d'accompagnement des différents publics, etc., etc., et des non-publics aussi. Et pour rebondir sur ce que vous dites, une question, est-ce que ces attentes du public que vous évoquez, parfois, est-ce que vous ne les surestimez pas? Est-ce que les gens, enfin, je ne vais pas généraliser, mais ils viennent dans un musée pour prendre des selfies avec, avec une œuvre derrière eux et ça leur suffit, ou alors aller à la boutique du musée, ou est-ce que vraiment il y a des attentes que vous avez perçues chez le public? Le public est divers, évidemment, il n'a pas forcément les mêmes attentes, il faut respecter les attentes de chacun. Mais je prends un exemple très concret, la fatigue muséale. Quand on a une visite de 60 salles successives qui peut durer 3 ou 4 heures, à un moment donné, oui, notre public se fatigue. Et si on ne lui offre pas des outils, des zones de confort, des zones de repos, des zones de convivialité, des espaces où il peut prendre un café, etc., je crois qu'on rate quelque chose. Alors, ça enrichit la qualité de la visite, ça enrichit l'expérience de visite, et peut-être que ça va aider à faire apprécier mieux finalement ce patrimoine que l'on a vocation à partager. Pour terminer sur cette ouverture au public, est-ce que cette ouverture au public, elle ne peut pas fragiliser cette mission de conservation des objets? Je pense par exemple à l'altération par rapport à des dégagements, l'humidité, les conditions c'est une question. Un musée ne fait pas l'autre, et puis voilà, il y a évidemment les grands musées comme le Louvre où il y a des vraies questions de gestion de flux, d'impact très fort, et puis il y a quand même la grande majorité des musées où la fréquentation n'est pas aussi importante et où la nature des risques n'est pas la même. Mais moi, je crois vraiment profondément que globalement nos visiteurs sont respectueux. Les vols ou les dégradations sur les collections, c'est quand même très exceptionnel. Quand on regarde le nombre d'œuvres conservées, exposées dans les musées, et le nombre d'incidents qu'on a déclarés chaque année, et voilà, c'est quand même extrêmement marginal en réalité. Alors évidemment, ça peut choquer, il y a des symboles, et le vol du Louvre en est un très fort, mais finalement, des vols dans les musées, il y en avait eu avant, on n'en avait pas autant parlé, et pourtant, il y avait eu des vols, j'allais dire, aussi dramatiques, et avec des modes opératoires aussi violents, voire plus violents. Donc voilà, je crois que de notre côté, il n'y a pas de difficulté à travailler cette question de l'ouverture et de l'accessibilité. Loïc Poussel? Oui, alors, Expérience Grand Palais, où justement, ce sont des expositions temporaires avec forcément des commissaires d'exposition différents, avec des prêteurs différents. Moi, j'ai été heurté, on va dire, parce que quelquefois, sans trahir quelques secrets, vous avez des œuvres qui disposent de dispositifs électroniques de déplacement. Et j'ai eu des prêteurs qui refusaient qu'on mette en place ces dispositifs électroniques qui sont très discrets et qui ne sont pas visibles, au titre de non, ça va abîmer l'œuvre. Et il a fallu à chaque fois trouver des argumentaires, être force d'arguments et de persuasion pour que le prêteur soit favorable à ce qu'on lui mette des dispositifs de protection rapprochés des œuvres. Et c'était une évidence en termes de sûreté. Pareil, à l'époque, se posait la question de mettre en place devant les peintures des verres très fins pour éviter des projections. Certains prêteurs refusaient effectivement la mise en place de vitres parce que ça allait dégrader, selon leurs propos, le visuel de l'œuvre par rapport à notre public. Et je peux vous assurer qu'avec l'éclairage qui était fait et avec la finesse de ce verre, on ne voyait pas une grande différence. Et là, il a fallu à chaque fois argumenter, expliquer et trouver un point d'équilibre. Et certains prêteurs étaient conscients et ont changé d'avis, d'autres ont refusé. Et à l'époque, on n'était pas encore face à des mouvements contestataires où des gens vont s'accrocher à l'œuvre ou jeter de la soupe sur l'œuvre. Mais aujourd'hui,
ça paraît difficile de refuser de mettre sous verre certaines œuvres au titre des projections qu'elles pourraient subir. Mais après, c'est un choix du prêteur. Donc c'est une recherche d'équilibre. Si je peux me permettre également, c'est que il y a quelques années, ceux qui allaient commettre des vols dans les musées ou dans les églises, c'était des gens qui étaient issus notamment de la grande délinquance, du grand banditisme, puisqu'il fallait avoir accès aux armes, il fallait agir sur commande. Et effectivement, il y a eu pas mal de vols, pas mal de casses quand on regarde les historiques des années précédentes. Aujourd'hui, très clairement, il suffit de s'appuyer sur la note du renseignement sur le crime organisé. Vous avez une délinquance qui a diminué de niveau, c'est-à-dire que vous avez des jeunes qui vont faire du rodéo avec des motos et le lendemain, ils vont faire effectivement une casse dans un grand musée. Et aujourd'hui, la délinquance a changé. Aujourd'hui, ils osent. Aujourd'hui, ils tentent. Et c'est les vols d'opportunités. Et si votre musée, ou en tout cas si le site ouvert au public est fragile, ce qu'on appelle les cibles molles, effectivement, les vols se font. Et ils vont se faire de plus en plus. La note de renseignement qui parle du crime organisé sur les vols dans les églises, dans les musées, qui date à la suite du vol du Louvre, alerte à ce sujet sur une recrudescence importante des actions qui vont être subies sur les cibles molles. Donc il va falloir s'y préparer. Merci Louis. Je vais prendre la défense des conservateurs et rappeler quand même que feu Guy Cocheval, au musée d'Orsay, lorsqu'il a été amené à réaménager le musée, il a quasiment mis sous vitre la quasi-totalité des toiles, des peintures. Alors, notamment parce que l'origine du monde avait été, avait été attaqué, était à risque. Donc voilà. Oui. Oui, juste réagir sur la question des vitres. Alors, c'est évidemment un grand débat. Moi, j'ai pas de posture dogmatique sur le sujet, mais je crois vraiment que la question des vitres, elle doit se poser au cas par cas. Et alors, peut-être que vous allez me huer, mais à Rouen, voilà, on avait un certain nombre d'œuvres qui étaient sous verre, et honnêtement, pour certaines d'entre elles, ça nuit vraiment à la perception, à l'approche de l'œuvre. Eh bien, j'ai pris l'arbitrage en considérant l'ensemble des paramètres de risque, évidemment, de retirer sur certaines œuvres, pas sur toutes, mais sur certaines. On a retiré le verre, et vraiment, je peux vous garantir que ça transforme l'expérience de visite. Mais on a mis en place autour d'autres mesures compensatoires. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, on a développé de la vidéoprotection là où il n'y en avait pas devant cette œuvre. Donc, voilà, mais le Caravage sans verre, c'est quand même mieux que le Caravage avec verre, et même avec les meilleurs verres qu'on veut. Honnêtement, il y a un avant et un après au sein du musée. Donc voilà, moi je suis vraiment partisan des arbitrages au cas par cas et non pas de position dogmatique. Voilà. On ne peut que souscrire à ce que vous dites. Monsieur le député, pour parler des enjeux, des risques de cette ouverture, quels sont-ils les risques majeurs que vous avez pu identifier à l'occasion notamment des auditions pour l'œuvre, mais également pour les visiteurs d'ailleurs? Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique qui se pose dans un certain nombre d'établissements, c'est comment faire venir des publics qui aujourd'hui n'y viennent plus, ou n'y viennent pas, ou n'y sont d'ailleurs jamais venus. Et ça, c'est une véritable politique culturelle, de partir à la conquête des nouveaux publics. Ça se pose dans plein de domaines, dans les musées comme dans le spectacle vivant ou d'autres choses. Et pour le coup, ce n'est pas le fait de mettre des caméras éventuellement algorithmiques quand elles seront autorisées en France, ou de mettre des agents de sécurité armés d'armes de catégorie D, par exemple. Ce n'est pas ça qui fera en sorte qu'on viendra ou non au musée. C'est véritablement la question de l'accessibilité, c'est plus des barrières culturelles qui sont à casser. Maintenant, sur l'importance de la menace aujourd'hui, elle est de plusieurs ordres. Il y a une menace liée à la cybersécurité. On a eu un exemple très récemment autour de l'attaque qui a été opérée sur les plateformes de billetterie en ligne qui alimentent un certain nombre de grands musées français. Aujourd'hui, les échanges qu'on a pu avoir avec un certain nombre d'établissements, avec l'ANSSI aujourd'hui, nous prouvent que les musées sont très éloignés de ces problématiques-là, sauf quand on a éventuellement un DSI dans une collectivité qui est acharné de ces problématiques-là et qui va étendre le sujet à l'ensemble des institutions qui dépendent de la collectivité territoriale. Mais aujourd'hui, on est très en retard. Or,
Ça ne veut pas dire que les musées sont des cibles privilégiées de la part des cybermalfaiteurs. Mais un cybermalfaiteur, c'est un peu comme un pêcheur sur un chalutier. Il va jeter ses filets et puis donc il va attaquer un hôpital, une mairie, un musée, et puis il va remonter des données et puis il va regarder ce qu'il peut en faire. Donc éventuellement, si c'est des données qui lui paraissent importantes, il va tenter d'obtenir une rançon. Si c'est des données avec des numéros de carte bleue, etc., il va essayer de vendre ça sur le dark web. Mais au fond, le musée est une victime parmi d'autres. Ce n'est pas une victime privilégiée, mais c'est une victime parmi d'autres. Et force est de constater qu'on a eu 61 incidents déclarés en 2024 de cybersécurité. On en a eu 138 en 2025. Alors même que les vols dans les musées sont plutôt stables ces 10 dernières années, on voit bien qu'il y a une explosion des cyberattaques. Et avec le risque à terme qu'on ait une conjonction des deux, c'est-à-dire une cyberattaque qui permettrait de déconnecter l'ensemble des systèmes de sécurité d'un musée qui serait suivi d'un cambriolage physique. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est qu'en effet, la délinquance, elle change. C'est plus Arsène Lupin qui va vendre ensuite sur le marché de l'art parallèle un bien qu'il a volé. On est sur du vol, en effet, de métaux précieux. Globalement, et c'est plus forcément les mêmes objets qui sont victimes de ces cambriolages. Et puis le troisième point qui me paraît important aujourd'hui, ce qu'on a pu constater, c'est que la prise en compte du risque, elle est quand même extrêmement variable d'un établissement à l'autre. On a des établissements, on a des chefs d'établissement, des conservateurs, des directeurs de musées qui ont parfaitement intégré cette problématique, qui vont rédiger une cartographie des risques à partir de normes, AFNOR, qui sont accompagnés pour ça, par la MISA, par des sociétés privées également, par le référent police, gendarmerie du secteur. Et puis, on a des établissements qui sont très éloignés encore de ça, de cette même poser la question d'une certaine manière. D'où, pour nous, l'importance, dans les PSC, dans les projets scientifiques et culturels, d'avoir absolument un volet sûreté de manière obligatoire pour au moins être certain que la question de la cartographie des risques, de l'analyse des risques, des forces, des faiblesses, elle a été parfaitement faite et identifiée. Et puis ensuite, évidemment, un calendrier, un budget pour essayer de résoudre ces risques. Avec à terme, me semble-t-il, parce que vous avez raison, est-ce qu'il faut des vitres, pas des vitres, de quelle dimension, etc., enfin de quelle épaisseur, la question à terme d'un référentiel national sûreté des musées, elle doit, à mon sens, se poser et elle doit être construite avec les responsables des établissements. Je rajouterai au propos de monsieur le député, il faut qu'au sein même des établissements, il faut qu'il y ait de la confiance. On travaille tous sur le même objectif, c'est-à-dire mettre les valeurs à disposition du public. Et le directeur sécurité ou que ce soit le directeur scientifique, on a ce même objectif. Et il faut qu'il y ait de la confiance et de l'arbitrage, effectivement, et des référentiels. Merci. Alors, monsieur le député, vous avez parlé d'analyse des risques. Je rappelle que l'analyse des risques, c'est vraiment essentiel. Sans analyse des risques pointue, fine et pertinente, adaptée à la situation, on ne peut pas prétendre vouloir sécuriser un établissement. Donc tout part de l'analyse des risques. Et parfois, ces risques ils sont effectivement très élevés. Alors comment ne pas, face à des risques, des menaces importantes, comment ne pas créer des forteresses, des coffres-forts? Je me souviens dernièrement, Émilie Girard, qui est directrice des musées de Strasbourg, disait qu'il est hors de question que nos musées deviennent des forteresses. On le comprend. Donc comment faire Loïc Poussel. C'est toujours la recherche de ce qu'on veut montrer en dissuasion et ce qu'on ne veut pas montrer, en fait, justement, pour être transparent vis-à-vis du public et aussi pour des questions de discrétion pour les gens qui viennent nous observer et qui sont très mal intentionnés. Je prends comme exemple au Grand Palais une exposition qui était Cartier et son histoire. Cartier a exposé une multitude de bijoux, de haute joaillerie, de diadèmes dans le salon d'honneur du Grand Palais il y a quelques années, et je peux vous assurer que la sécurité qui a été mise en œuvre sur cette exposition n'était pas la même que sur les expositions de peinture. Il y avait des dispositifs qui étaient visibles, il y a des dispositifs qui ne l'étaient pas, et il y avait même des dispositifs qui étaient masqués au propre fonctionnement du Grand Palais.
Et on a pu détecter que le grand banditisme, notamment une filière de l'Est, était venu faire des repérages pour voir quelles étaient la résistance mécanique de nos issues de secours, de prendre en fait des photos et ainsi de suite. Et donc, ce qui n'était pas visible, notre organisation qui n'était pas visible, qui était transparente, a permis de faire de la remontée d'informations, notamment avec des services de police spécialisés comme la BRB. Et on n'a pas été impacté sur cette exposition. Là, typiquement, on est sur un mode de protection qui est très transparent, qui coûte un petit peu plus cher en termes de dépenses, mais qui a permis en fait de faire de la remontée d'informations. L'objectif, c'est pas de devenir en fait une banque. L'objectif, c'est de pouvoir permettre d'avoir un accès à l'œuvre jusqu'à 80 cm, puisque les mises à distance, vous savez que c'est à peu près 80 cm, mais derrière, il y a des dispositifs discrets qui nous permettent de contrer et de trouver toujours ce point d'équilibre. Mais c'est une recherche qui n'est pas simple, parce qu'il faut s'adapter à chaque fois à l'œuvre, il faut s'adapter aux prêteurs, il faut s'adapter au musée. Et à chaque fois, il faut expliquer les choses et il faut expliquer les risques. L'analyse des risques, c'est essentiel. L'organisation du musée, c'est essentiel également. Il n'y a pas que des procédures, il n'y a pas que des moyens techniques, il y a aussi de l'humain. Il faut entraîner cet humain, il faut que l'humain, par nature, il rentre dans une routine. Et il faut dynamiser tout ça, et ce n'est pas simple, mais c'est un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, la dimension sûreté doit être prise en compte au même titre que les autres facettes métiers, comme le scientifique, les conservations préventives, et ainsi de suite. Robert Blaiseau, j'imagine que vous souscrivez entièrement à ce discours de ne pas créer de forteresse, de Fort Knox dans les musées. Totalement, totalement. Non, mais bien sûr, la question de la sûreté dans les musées, c'est bien l'articulation de 3 dimensions. C'est la dimension mécanique, voilà, des grilles par exemple, ou des portes avec des serrures haute sûreté. Une dimension numérique de détection, des alarmes, ce qui permet de savoir ce qui se passe, ou de la vidéoprotection. Et puis, le facteur humain, l'action de chaque agent, de chaque visiteur. Et finalement, tout le monde dans un musée a une part de responsabilité sur ces sujets-là. Ce n'est pas seulement l'agent d'accueil de surveillance. Mais voilà, c'est bien la combinaison de ces 3 facteurs. Et pour le facteur humain, effectivement, le risque de la routine est sans doute un risque majeur, enfin, très fort, effectivement. Mais ça en renvoie du coup aussi à des enjeux de formation. Nous, voilà, à Rouen, tous les ans, on organise une formation sur les enjeux de sûreté depuis que j'y suis arrivé pour justement revenir sur, casser cette logique de routine, s'adapter aux menaces et puis aussi faire en sorte que tous les agents puissent être formés, sensibilisés à ces sujets-là. Et puis voilà, il faut. La difficulté aussi, c'est que finalement, dans un grand musée, le premier contact, quand vous entrez dans le musée, c'est quoi? C'est le point Vigipirate. Et donc, en termes d'accueil, c'est pas top quand même. Hein, voilà. Donc il faut qu'on arrive. Moi, j'ai pas forcément les solutions aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on puisse travailler sur comment est-ce qu'on compense dans ce qu'on rend visible cet accueil pas hyper accueillant justement d'un point Vigipirate, de commencer par un point Vigipirate, et malgré tout l'idée que on peut être très accompagné, très accueilli dans nos musées. Donc ça fait partie des réflexions qu'on mène à Rouen notamment. Monsieur le député ? Oui, peut-être. Je crois que la question de la sûreté, de la sécurité, c'est une question éminemment sociétale aujourd'hui. Hein. Là, on parle évidemment des musées, mais quand vous interrogez le directeur du Louvre à Abu Dhabi, par exemple, lui, il ne voit pas vraiment le sujet de la sécurité dans son musée, mais parce que, sauf le conflit. Et ça, on a eu l'occasion d'échanger avant la guerre au Moyen-Orient. Mais évidemment, parce qu'il y a un rapport à la sécurité qui est quand même assez différent à Abu Dhabi globalement qu'en France. Quand on parle de caméras algorithmiques, c'est-à-dire des caméras qui utilisent l'intelligence artificielle et qui vont pouvoir aider l'opérateur qui se trouve devant un mur d'écran, qui a parfois l'attention qui est fragilisée au bout d'une heure ou deux, l'IA va permettre d'attirer son attention sur un fait anormal. C'est ça des caméras algorithmiques. Ça a été utilisé de manière expérimentale lors des Jeux Olympiques. Et là, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité que l'expérimentation soit poursuivie. Le ministre Nunez a présenté hier un projet de loi en Conseil des ministres
qui va s'appeler Riposte, qui va faire l'objet de débats dans les prochaines semaines et les prochains mois pour généraliser l'emploi des caméras algorithmiques. Ça, ce n'est pas spécifique au musée. C'est un débat qu'on doit avoir au sein de la société, de savoir si aujourd'hui, on ne parle pas de reconnaissance faciale, hein, mais on parle d'analyse comportementale. Et manifestement, pour avoir écouté le préfet de police de Paris, il indiquait que si on a vu ce type d'outil aux abords du Louvre, on aurait pu identifier quelques dizaines de secondes avant la présence anormale d'un véhicule et on aurait pu provoquer l'intervention des forces de l'ordre, ce qui aurait probablement permis d'empêcher le vol. Mais ça, c'est des problèmes qu'on doit avoir au niveau de la société. Ce n'est pas réservé aux questions des musées. Évidemment, c'est quel est notre rapport aujourd'hui à la sécurité dans notre société. Si je peux me permettre d'ajouter juste un mot, il y a finalement le risque de la surenchère sécuritaire aussi, parce que si je fais le parallèle avec le monde pénitentiaire, par exemple, les agents pénitentiaires ne sont pas armés en prison. Et l'une des raisons, alors je fais un raccourci un peu rapide, mais l'une des raisons de ça, c'est de se dire que plus on va, si on arme les agents pénitentiaires, ça risque de créer une surenchère de risques, de menaces pour eux-mêmes et pour la détention. Et donc on essaye aussi de garder un certain étiage finalement, qui évidemment peut évoluer dans le temps, mais voilà, le musée qui deviendrait un musée forteresse pourrait être amené à faire face à des menaces encore plus fortes, à des actions encore plus violentes. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser et traiter les sujets de sûreté. Je suis le premier à m'en emparer, à Rouen, bien sûr. Mais voilà, il y a aussi cette dimension-là qu'il faut avoir dans un coin de la tête, parce que ça peut générer d'autres types de menaces. Voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, justement, les banques, les joailleries, depuis quelques décennies, ont renforcé leur niveau de sûreté. Et donc, quand il y a des attaques, parce que le risque zéro n'existe pas non plus, il faut bien le dire, quand il y a des attaques, elles peuvent être extrêmement violentes. Bon, voilà, c'est un risque supplémentaire. C'est une autre forme de risque pour les musées aussi. Oui, alors concernant le Vigipirate, il faut rappeler que depuis le 7 juillet 2005, c'est-à-dire les attentats de Londres, le niveau Vigipirate est dans son niveau le plus élevé. Et par nature, aujourd'hui, on est dans une société où on ne peut plus se passer en tout cas des dispositions Vigipirate. Et les musées subissent effectivement cette mise en place des postures définies par le Premier ministre. Donc il faut qu'on applique. Et même cette simple application faite du niveau Vigipirate n'est pas forcément hétérogène d'un musée à l'autre. Et pourtant, on est sur des risques d'attaques terroristes. Et là, effectivement, il y a une démarche au sein de la société pour intégrer ce risque-là et faire en sorte qu'on se sente en sécurité. Après, sur la question d'avoir le premier contact avec les agents de sécurité au contrôle Vigipirate, effectivement, c'est un vrai sujet. On peut subir un contrôle Vigipirate, mais avec le sourire. Moi, par exemple, à Radio France, vous savez que Radio France est ouvert au public parce qu'on fait des concerts de musique classique, on fait 200 à 300 événements par an. Dans le questionnaire de satisfaction de nos publics, les premières questions, c'est comment avez-vous subi le contrôle Vigipirate ? Est-ce que c'était agréable ? Est-ce que c'était pas agréable ? Est-ce que vous avez été accueilli avec le sourire ? Eh ben, cette démarche qualité de rechercher en fait un accueil qui correspond en fait avec le standing du lieu figure dans la disposition Vigipirate et on a des agents qui sont plutôt accueillants. Et c'est un indicateur qui, chaque année, nous permet de progresser si besoin. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Loïc. J'ai lu dernièrement le CCTP du musée des Confluences dans le cadre du renouvellement du marché de sécurité privée. Ils insistent beaucoup par rapport aux futurs prestataires sur la nécessité d'avoir des agents qui soient bienveillants, qui aient cette notion d'accueil, d'inclusion aussi. Et effectivement, ça rejoint ce que vous dites, à savoir que ce ne sont pas des policiers, c'est pas un contrôle de police, il y a autre chose, il y a de l'accueil derrière, effectivement. C'est jouable. Je voulais vous demander, monsieur le député, parce qu'on parle beaucoup donc, du public qui fréquente ces musées, ces établissements culturels. Est-ce que pour vous, le public doit être associé à cette préservation des œuvres ? Est-ce qu'on peut le responsabiliser ? Est-ce que c'est quelque chose vers quoi on pourrait tendre ? Je crois que c'est en effet important. La question de la sécurité, c'est aussi une question de culture. Il faut avoir cette culture de la sécurité. Ça englobe tous les acteurs du musée.
depuis le directeur de l'établissement jusqu'au public, évidemment. Alors, il y a des pays qui ont mis en place et tenté des choses, je pense notamment à l'Australie, qui a développé une application qui est commune à l'ensemble des musées australiens, qui permet par le biais d'une petite touche que vous avez sur votre téléphone portable quand vous avez téléchargé l'application, qui permet d'alerter sur un événement particulier. Est-ce que c'est un incendie? Est-ce que c'est une tentative de cambriolage? Un comportement anormal, etc. Donc, est-ce qu'on peut envisager, j'en avais parlé avec le directeur de Chambord, qui est en train de revoir ou de construire plus exactement une application de visite du domaine de Chambord, et qui trouvait qu'en effet, on pouvait peut-être réfléchir à cette espèce de bouton d'alerte, voire d'information que le public pourrait diffuser auprès des agents de sécurité en cas de comportement anormal ou de début d'incendie ou que sais-je encore. J'ai été maire et on a développé ce qu'on appelle les conventions de participation citoyenne avec les forces de l'ordre, police, gendarmerie, en fonction de la zone, qui permettaient d'identifier des citoyens volontaires qui étaient des relais d'une certaine manière. Alors, ce n'étaient pas des shérifs locaux, mais ils avaient pour mission d'abord de recevoir de l'information de la part des forces de l'ordre quand il y avait, par exemple, des cambriolages ou quand il y avait des équipes qui tournaient dans la commune, et puis qui permettaient aussi d'informer les forces de l'ordre, là aussi, de véhicules suspects, de comportements suspects, etc. C'était une manière d'associer les citoyens à la sécurité de leur commune, un peu sur le principe des voisins vigilants, si vous voulez. Je crois qu'on peut en effet envisager d'associer le public à la préservation des œuvres. Alors, ça passe par ça passe par une campagne d'affichage, ça passe éventuellement par, pourquoi pas, une journée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, une édition annuelle qui serait consacrée à la préservation des œuvres. C'est la lutte contre les trafics illégaux d'œuvres d'art. Ça passe aussi par la sûreté face au cambriolage, aux dégradations. Ça peut passer par plein d'actions, mais je crois que c'est important aujourd'hui que les citoyens et le public soient associés à cette problématique-là. Oui, et pour rebondir sur ce que vous dites, cette autovigilance en fait du public, alors c'est pas beaucoup dans la culture de nos concitoyens. On n'est pas dans certains autres pays où c'est plus répandu, mais parfois justement elle est difficile à exercer, cette autovigilance, dès lors que certains musées sont surfréquentés et qu'on a des salles qui sont pleines de monde. Et cette autovigilance, à partir d'un certain seuil, elle est beaucoup plus. Je pense au vol du Corot, du chemin de sève de Corot au Louvre en pleine journée. Le voleur, il a décroché l'œuvre, il est parti, personne ne l'a vu. Enfin, il y avait tellement de monde. Et là, justement, c'est le problème de cette foule qui ne concourt pas forcément, effectivement, à la sécurité des œuvres et des collections. Alors, j'ai à la fois des exemples comme maire et puis un exemple en musée. Vous savez, comme maire, c'est le voisin qui voit le camion de déménagement arriver, qui se dit bah, tiens, les voisins déménagent, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tout est embarqué, terminé, c'est un vol, un cambriolage, et qui, au fond, quelques jours plus tard, on va voir la police en disant mais oui, mais on avait bien vu quand même un véhicule suspect en train de déménager, mais qui ne s'est pas posé la question d'alerter qui que ce soit. Et je crois que c'est exactement la même chose qui s'est passé pour le vol au Muséum national d'histoire naturelle de la fameuse Pépite, où eh bien, des visiteurs se sont rendus auprès des forces de l'ordre à la suite du cambriolage en disant mais c'est vrai qu'on avait identifié un couple dont on avait trouvé le comportement suspect, mais évidemment sans prévenir les agents de sécurité à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette culture-là quand même à diffuser à minima. Aujourd'hui, c'est un lieu commun que de le dire, mais cette vigilance des gens à leur environnement est de plus en plus difficile, de manière générale dans la société, à exercer dès lors que les gens sont concentrés sur leur téléphone portable, sont en train d'écouter des choses dans les oreilles. Il y a plus de, si vous voulez, la détection d'une situation d'anormalité est beaucoup plus difficile à identifier aujourd'hui. Je voulais juste vous poser une question concernant les modèles inspirants. Est-ce que vous avez, lors de vos auditions, est-ce que vous avez été amené à contacter des musées étrangers, enfin des chefs, oui, ou des responsables de sécurité de musées étrangers? Est-ce que vous avez relevé des situations dont on pourrait s'inspirer, des bonnes pratiques?
Alors en effet, le ministère des Affaires étrangères avait adressé un télégramme à l'ensemble des conseillers culturels de nos ambassades et on a eu quelques retours. Alors évidemment, les délais du rapport étaient extrêmement courts, donc on n'a pas pu avoir tous les retours qu'on souhaitait. Mais alors, il y a des situations nationales qui sont très diverses. Vous avez des pays où vous avez des annexes de commissariats dans les musées. À un moment, il avait été évoqué cette option-là pour le Louvre, mais qui a été très vite abandonnée. Donc, vous avez des cultures de sécurité différentes. Ce qui ressort, malgré tout, hormis, je le disais, l'Australie avec cette association du public, c'est la nécessité d'avoir un réseau d'échanges, à la fois national, de mettre en réseau les établissements. Et ça, je pense que ça peut être le rôle de la MISA, une MISA qui serait renforcée, qui sortirait, ou en tous les cas qui compléterait son rôle d'audit des établissements aujourd'hui, qui est très important et qui est salué par tout le monde, mais par un rôle un peu plus stratégique d'animation d'un réseau de musées, de manière à partager les bonnes pratiques, de manière à recevoir aussi de l'information descendante sur l'évolution du risque, sur éventuellement une bande qui va tourner dans une région en particulier où on pourrait avoir de l'alerte. Donc, mise en réseau des établissements, et puis surtout, je crois que cette mise en réseau nationale, elle doit se doubler d'une présence plus importante de nos établissements dans les réseaux internationaux. Il s'avère que nous sommes assez peu présents dans les réseaux internationaux, que ce soit l'ICOM ou que ce soit d'autres types de réseaux. Alors, les étrangers que nous avons interrogés se moquent un peu de nous en disant ben, « c'est parce que vous ne parlez pas anglais ». Peut-être une part de vérité là-dedans, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on n'est pas assez présent dans ces réseaux qui permettent aussi d'échanger, qui permettent de mieux comprendre ce que font les autres, notamment en termes de rédaction de guides de bonne pratique, où là aussi on doit progresser par rapport à ce que fait l'Allemagne, par exemple, qui a un certain nombre de guides de bonne pratique qui peuvent être diffusés auprès des établissements allemands. Alors, ça me permet de rebondir sur les réseaux. Effectivement, je vous rejoins, monsieur le député, sur le fait de pouvoir échanger entre pairs de façon à avoir les bonnes pratiques et gagner du temps, effectivement, sur des démarches. Le réseau, en plus de mes fonctions, je suis également coprésident du club des directeurs sécurité de l'Agora Paris-Île-de-France, où en fait vous avez différents directeurs sécurité. Il y a des membres de sites culturels forts, des musées, du milieu bancaire. Et c'est essentiel de pouvoir échanger avec des homologues qui rencontrent des mêmes problématiques. Et je vais vous donner un simple exemple. Pour avoir visité beaucoup de musées, et notamment les chambres fortes des musées, certains musées et des grands ont le mot chambre forte, mais c'est juste le mot chambre forte. Et c'est dommage, parce que dans les réseaux professionnels, vous avez des directeurs sécurité du milieu bancaire qui, eux, ont une parfaite maîtrise des normes en matière de vraies chambres fortes. Et quand se trouve l'occasion de faire des grands travaux, éventuellement de monter le niveau de ces chambres fortes, et bien quelquefois, vous n'avez pas accès à cette information, vous n'êtes pas dans une démarche de rentrer sur des choses normatives, et vous parlez de référentiels, et oui, il faut des référentiels, et c'est un petit peu dommage, parce que vous retrouvez à avoir de jolies chambres fortes qui portent ce nom-là, mais dans la réalité, heureusement que tout le monde n'a pas accès à ces pièces un peu sécurisées. Oui, merci. Vous parliez des échanges d'informations entre pairs ou entre établissements et autres, mais ces échanges d'informations, ils valent aussi au sein même des structures et des établissements. Combien de fois les agents de sécurité privée, ce sont des mines d'informations, ils arpentent les salles au quotidien, ils voient des choses, et ces informations qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être des signaux faibles, elles ne remontent pas forcément. Et ça, c'est vraiment une perte d'informations et c'est vraiment dommage. Ce qui veut dire qu'il faut aussi sensibiliser les personnels au risque, à la sécurité, et c'est une mission importante des établissements. Au Grand Palais, juste avant d'inaugurer les expositions, le commissaire d'exposition organisait un tour de son expo avec les agents de sécurité, de façon à ce que les agents aient accès à des informations qu'ils n'avaient pas forcément. Donc il y avait cette phase de découverte qui était très intéressante pour eux. Et en plus, à partir du moment où vous expliquez quel est le bien, l'intérêt, quand vous êtes en agent de sécurité en salle et que vous êtes missionné pour
sécuriser l'œuvre que le commissaire d'expo vous a présentée, je peux vous dire que vous êtes beaucoup plus attentif et vous êtes beaucoup plus participatif dans la chaîne de sécurisation. Et ça marchait très bien. Je rebondis sur ce que vous dites. Je suis entièrement d'accord sur la nécessité d'impliquer les personnels. Et il y a eu un débat là, sur les agents d'accueil et de surveillance en disant qu'ils ne faisaient plus de la surveillance, mais qu'ils faisaient de l'accueil. Moi, sans aller pour des agents qui fassent de la médiation culturelle, il ne s'agit pas de ça, mais malgré tout, plutôt que de voir un agent qui, alors je caricature, qui reste assis dans une salle, soit à consulter un téléphone, soit ou à somnoler, je préfère un agent qui soit actif, qui aille vers les gens, vers le public, et puis qui éventuellement renseigne. Ça me semble très important. On va terminer là, si vous voulez, nos échanges. Et en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, cet arbitrage entre l'ouverture et la sécurité, elle est pas, comment dire, c'est pas inconciliable. On peut trouver effectivement un point d'équilibre, on l'a vu, dès lors que les gens sont raisonnables, sont à l'écoute, sont capables d'influer même sur des idées qu'ils peuvent avoir, et surtout qui ne sont pas dogmatiques, comme vous le disiez, hein, c'est là dont il s'agit, on peut arriver à trouver cet équilibre. Je vous remercie. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole au public pour quelques questions. Si vous en avez. Bonjour. Alors, je travaille dans un grand musée. Je suis à un niveau plus terrain. Il y a une chose qui est une réalité, c'est que nos budgets baissent tout le temps. Avec le même budget, on doit faire toujours plus. Voire avec moins de budget, on doit faire toujours plus. Ce dont vous nous parlez est extrêmement intéressant, mais ça suppose de recruter différemment, donc éventuellement de prendre des gens d'un meilleur niveau, donc de les payer plus. Ça suppose d'être capable de faire une course à la technologie actuellement, où tout change très très vite, donc ça suppose des gros budgets de fonctionnement. Et ça suppose des budgets de remise à jour énormes. Vous rajoutez à ça les contraintes des bâtiments classés, où vous avez toujours à faire un équilibre entre la conservation du patrimoine, la modernisation, etc. Ça suppose un effort en fait qui n'est pas celui des musées, comme c'est à l'heure actuelle, où ils sont obligés de se débrouiller entre eux, mais une ligne nationale, une politique nationale. Ça suppose un vrai budget. Et ça, c'est au-delà des simples musées. Oui, il y a évidemment un enjeu financier, on ne va pas le nier, mais il n'y a pas que ça non plus. Voilà, je pense qu'il y a aussi plein d'actions en matière de sécurité et sûreté qui peuvent être faites qui ne nécessitent pas d'argent. Voilà, la sensibilisation, la mise en place de protocoles, la mise en place d'exercices, tout ça relève du chef d'établissement. Ça coûte rien, c'est du temps, c'est une vision et un peu d'énergie. Et ça peut changer beaucoup de choses. Voilà, on a parlé des vols, par exemple, qui se font avec une pression psychologique sur les agents. C'est le cas du déménageur ou de l'arnaque à la carte bancaire. Où, voilà, j'ai une voisine qui s'est fait voler tous ses bijoux, mais de manière, là, la semaine dernière, c'est quelqu'un qui est venu, qui l'a embobiné en quelque sorte, et la personne est partie avec tous les bijoux. Et après, elle s'est dit, mais au fait, il y a un problème là. Travailler sur ces sujets-là, ça ne nécessite pas forcément des moyens considérables, mais ça nécessite de les intégrer dans les plans de charge, de les intégrer dans la vision de l'établissement. Oui, alors vous avez entièrement raison. Il y a une question de budget in fine, en sachant que budget de l'État et budget des collectivités territoriales. 85% des musées de France aujourd'hui sont des musées appartenant aux collectivités territoriales. Et j'ai rencontré plusieurs directeurs d'établissements en me disant « c'est pas toujours facile de convaincre mon maire, de convaincre mon DGS que la sûreté est une problématique importante ». Donc en effet, et la réponse du ministère avec ce fonds sûreté qui a été voté dans le cadre du PLF de 2026, c'est 30 millions d'euros de mémoire. Bon, c'est une réponse qui n'est pas suffisante. Maintenant, le combat va être au moins de reconduire chaque année cette somme et puis voir éventuellement de l'augmenter. Donc, on ne peut pas dire que la sûreté ne coûte rien. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, en effet, il y a un certain nombre de sujets, notamment à la fois le rapprochement entre, notamment au niveau local, les forces de sécurité intérieure et les établissements culturels,
par la mise en place d'exercices. Aujourd'hui, vous avez commencé à évoquer, mais là, il faudrait 1 heure de plus, la doctrine d'intervention aujourd'hui, à la fois des agents de sécurité, des agents de surveillance, d'accueil, de surveillance et de magasinage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on est en droit de faire comme ASM, mais aussi comme citoyen? L'article 73 du Code de procédure pénale impose normalement à tout citoyen d'empêcher la commission d'une infraction. Ça s'applique aussi aux agents de surveillance, d'accueil, de surveillance et de magasinage. Mais ça, on va savoir jusqu'où on peut aller quand on fait des exercices. On fait des exercices sécurité incendie, tout le monde sait ce que c'est. Des exercices sûreté, il n'y en a quand même pas énormément. Il y en a au musée d'Orsay, par exemple, mais c'est des choses qui doivent être faites. Il faut qu'on ait aussi une cartographie nous-mêmes. Vous savez, à la suite du musée du Louvre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Culture ont envoyé un télégramme commun au préfet en disant « Faites-nous remonter les collections sensibles ». Les préfets sont pas emmerdés, pardonnez-moi l'expression. Ils ont posé la question au DRAC. Le DRAC leur a envoyé un fichier Excel avec tout ce qu'il y avait comme bien culturel mobilier dans le département. Et vas-y que je te renvoie ça au ministère. À la suite télégramme commun, on a un fichier Excel qui liste tout et n'importe quoi, qui a été transmis d'ailleurs sans aucune sécurité ni rien, donc il ne faudrait pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Mais on n'a pas aujourd'hui un fichier qualitatif qui liste à la fois les collections les plus sensibles et en même temps les monuments à mettre en lien, en adéquation avec les monuments où la sûreté est la plus en difficulté, de manière à pouvoir prioriser aussi les interventions. Parce que ce fonds sûreté, il va falloir qu'on priorise là où on doit mettre l'argent. Donc, mais voilà, je suis d'accord avec vous, il y a des choses qui peuvent être faites en effet sans argent aujourd'hui. Moi, je voudrais vous répondre, et je pense qu'aborder la sécurisation du patrimoine culturel en disant qu'on manque de budget, on n'a pas assez d'argent, ce n'est pas la meilleure des manières d'aborder le sujet. Je rejoins Robert Blaiseau, il y a beaucoup de mesures organisationnelles ou autres, de sensibilisation, qui coûtent rien. Et même dans les solutions, qui sont des solutions mécaniques ou électroniques, mais surtout mécaniques, j'ai réalisé quand j'étais en activité plus de 700 diagnostics dans des monuments historiques, musées, patrimoine religieux. Combien de fois j'ai vu des toiles qui étaient accrochées avec des simples pitons? Combien de fois j'ai vu des vitrines il suffisait de soulever la cloche pour aller prendre un objet? Et ça, je vous assure, c'est des problèmes de vis, c'est des problèmes de pitons, des systèmes d'accrochage. Là, vous en avez d'exposés dans les stands, ça coûte quasiment rien. Quasiment rien. Donc, je ne dis pas qu'après, il ne faut pas du budget. Par exemple, quand vous voulez mettre des objets insignes sous vitrine et des vitrines hautement de sécurité, c'est vrai que ça coûte cher. Je suis d'accord avec vous. Mais avant de parler de budget, il y a beaucoup de mesures à prendre qui vont permettre de réduire les risques. Alors le problème, c'est que le risque zéro n'existant pas, il reste toujours un risque dit résiduel. Un risque résiduel. Et ce risque résiduel, il faut qu'il soit acceptable. Et effectivement, s'il n'est pas acceptable, ça ne va pas. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas du budget, mais avant de parler de budget et argent, il y a beaucoup de choses à faire en amont. Exactement. Et quelque chose qui coûte pas beaucoup d'argent et qui est essentiel, c'est si vous êtes en capacité de réduire la chaîne d'alerte, c'est-à-dire éviter de passer par un simple appel 17, par exemple. Je peux vous dire que vous gagnez déjà 3 minutes sur la remontée d'alerte auprès des services de police. Et avec l'ensemble des risques, tout à l'heure on parlait d'avoir une approche 360 degrés sur les risques. Le risque terrorisme est un risque parmi tant d'autres. Mais se rapprocher des primo-intervenants, notamment une fois par an, organiser une visite topographique du musée avec le commissaire, les chefs de groupe, les BAC territorialement compétentes, vous créez du lien. Vous avez une chaîne d'alerte qui est beaucoup plus courte qu'un simple appel 17. Et le jour où vous avez besoin d'eux, en fait, les forces de police se mettent en ordre de bataille dans des délais très courts qui peuvent être essentiels, puisque en situation d'extrême urgence, chaque seconde compte, que ce soit pour un braquage, que ce soit pour une attaque terrorisme. Et là, ça ne coûte pas un rond et c'est, d'un point de vue opérationnel, efficace à 100%. Une question pour vous Bonjour, mon nom c'est Ibrahim Boulout, mais je vais demander la question en anglais. I'm a board member, the new board member of ICMS, so I'm very happy to see that my colleague Stefan is also representing ICOM Security. One big question, you were saying to us, okay, people don't speak English. To be very honest, I'm a senior security consultant. I do it for many, many museums internationally. We see Monsieur André Popon coming to our museums, but a lot of people don't speak French. How can we network better? Comment on peut faire ça? Parce que ça, c'est très important pour nous aussi.
Moi, je peux le faire parce que moi, je suis bilingue, trilingue, mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas faire ça. On doit faire le networking plus. On a aussi des choses qu'on peut faire. On a reçu aussi des demandes, des questions du Louvre pour donner des recommandations de notre part. C'est ICOM, IC Security, on fait beaucoup de choses pour vous aider. Please do reach out to us, please reach out to Stefan, and let's see how we can evoke and work together on this, because it's very, very important that we have this ICMS and museum security in a better way, better place. Believe me, I was here 3 days in Antwerp. We had museums from the Metropolitan, from Yale University, Boston, but nobody from ICOM Security. I was the only one, but we need to work together. Au lieu d'apprendre l'anglais, on peut aussi demander aux autres de parler français. Non, je plaisante. Oui, ça va. Mais oui, c'est vrai que les Français sont assez absents des réseaux internationaux. Je pense par exemple, en septembre, il y a une grande messe annuelle à Washington de la Smithsonian. Il y a eu un call for papers. J'ai candidaté pour prendre la parole là-bas. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas beaucoup à faire partie français, à faire partie de ce réseau ICOM Security. Je vois que Sophie Delpierre de ICOM International est là. C'est vrai qu'il y a des efforts à faire dans ce sens, hein, Sophie. Voilà. Merci, Ibrahim. Thanks. D'autres questions? C'était peut-être pour essayer, bonjour Émilie Girard, présidente d'ICOM France, c'était peut-être pour essayer de corriger un tout petit peu le tir, pour dire que les Français ne sont pas présents à l'international. On essaye avec ICOM France d'assurer cette présence. Nous traduisons, pour revenir sur la question de la langue, tous les événements que nous faisons, à l'exception du 52 minutes, mais dans les 3 langues de l'ICOM, parce que je pense que ce multilinguisme, il est salvateur et absolument nécessaire, donc je pense que c'est un des moyens d'action. Mais n'hésitez pas en tout cas à passer par ICOM France si vous souhaitez qu'on relaie un certain nombre, qu'on vous mette en contact avec des groupes ou des personnes. On est là pour ça. Le stand est à l'entrée du salon si vous souhaitez nous voir. Et vous pourrez retrouver Sophie Delepierre à 12h30 dans le cadre d'un 52 minutes qui sera dédié à la présentation de l'action d'ICOM International sur la question du trafic illicite des biens culturels. Merci, Émilie. D'autres questions? Oui. Bonjour, Clémence Coudella, je travaille également dans un musée et pas des moindres, celui de la préfecture de police. Je voulais revenir sur la question de l'engagement des visiteurs en tant que citoyens à participer à la sécurité. En temps normal, je dirais un grand oui à cela. On doit tous être vigilants à ce qui se passe autour de nous en tant que concitoyens. Après, est-ce que du coup, on n'enferme pas le visiteur dans un rôle qui n'est pas le sien, le rendre hyper vigilant dans un endroit où il devrait se détendre, apprendre, justement ouvrir son esprit à autre chose? Est-ce que c'est pas le placer dans un espace où il pourrait se sentir en insécurité, ce qui va un peu à l'encontre aussi de l'ouverture à tous les publics? Voilà, je ne sais pas si c'est le rôle du visiteur vraiment de le mettre dans cette place-là. Alors, votre question est pertinente, mais si je peux me permettre, aujourd'hui, quand on parle de résidence nationale, vous savez que la semaine du 13 octobre, c'est la semaine nationale de la résilience, où on demande aux citoyens d'être acteurs de sa propre sécurité, notamment face aux catastrophes naturelles, de préparer son kit de survie. La sécurité civile communique là-dessus. En tant que citoyen, qu'on soit dans un musée, qu'on soit dans un restaurant ou qu'on soit dans une salle d'exposition, on a un rôle à jouer, un rôle d'alerte, un rôle de remontée d'informations, un rôle effectivement qui, comme le disait monsieur le député, conformément en fait au code de procédure pénale, est-ce que face à moi j'ai un flagrant délit, est-ce que je me sens capable de procéder à une appréhension en tant que citoyen? Et ça fait partie de notre rôle. Qu'on soit dans un musée, qu'on soit au cinéma, au théâtre, on a des actions déterminantes à jouer ou pas en fonction de nos capacités. Et je crois que la question ne se pose pas spécifiquement au musée, mais de façon générale. Aujourd'hui, on doit être acteur aussi de notre propre sécurité. Je me permets de dire, on peut avoir les plus belles procédures dans les musées, les plus beaux moyens, le chèque en blanc. Si vous n'avez pas le premier maillon qui est le témoin de cette chaîne,
vos procédures tombent. Et aujourd'hui, effectivement, que ce soit les agents d'accueil ou des sécurités, ou les agents de surveillance, ou les simples visiteurs dans les musées, ce premier maillon est essentiel. Et c'est important qu'on joue notre rôle de premier maillon, ne serait-ce que faire remonter une alerte, un signalement, un sac abandonné. Ce qui est assez révélateur, on prend tous le métro. Quand vous êtes dans une phase descendante du risque terrorisme, il y a très peu de signalements de sacs abandonnés. Et à partir du moment où vous avez une posture Vigipirate qui remonte, comme par magie, du jour au lendemain, vous avez une 50aine de signalements de sacs abandonnés. Le nombre de sacs abandonnés n'a pas augmenté. Simplement, les gens sont devenus vigilants. Voilà. Il faut être constant dans la vigilance. Moi, je prendrais juste très rapidement 2 exemples d'implications naturelles qui fonctionnent. Un visiteur qui fait un malaise. Il n'y a pas d'agent de surveillance ou d'accueil dans la salle. C'est bien un autre visiteur qui va chercher l'agent de surveillance pour lui dire « Ah, là, il y a un problème ». Ben, ça fonctionne pour cet exemple-là. Et on le voit, bien sûr, dans plein d'autres endroits que dans les musées. Et le deuxième exemple, c'était quand j'étais en fonction à Saint-Lô, on avait évidemment des alarmes qui se déclenchaient souvent par erreur. Il n'y avait pas de fait de problème, mais on avait des alarmes qui se déclenchaient. Bien souvent, c'était les voisins qui, avant même que nous, on ait eu le temps de réagir, appelaient la police. Et la police arrivait avant nous sur place ou avant le gardien logé, etc. Parce que les voisins étaient là, étaient en vigilance naturelle. Ah, il y a un problème au musée, on appelle. Et voilà, ça fonctionnait. Évidemment, c'était très informel, c'était pas institutionnalisé. Mais en fait, c'était la meilleure des défenses finalement que le musée pouvait avoir. C'était ses voisins. On a le temps encore de prendre une ou 2 questions. Encore une question, si quelqu'un souhaite prendre la parole. Non. Juste pour terminer, on a parlé du musée de la préfecture de police de Paris. Si je puis me permettre, je suis ancien commandant de police et j'ai revisité le musée de la préfecture de police de Paris il n'y a pas longtemps. Je vous encourage vivement à y aller. C'est un très beau musée. C'est quelque part aussi un cabinet de curiosité. Vous voyez des trucs incroyables. Et je vous assure, ça vaut vraiment le coup. Il y a des cycles de conférences qui sont organisés sur des sujets divers et variés. Et la conservatrice a comme projet d'organiser des conférences dédiées justement à la sécurisation du patrimoine culturel. Voilà, ça c'était un coup de promo pour le musée de la préfecture de police de Paris. En tout cas, je vous remercie à tous, déjà aux intervenants. Merci à vous pour votre présence et votre participation, ainsi qu'à l'assistance nombreuse. Et voilà, et en espérant qu'on a répondu à vos attentes, et puis en tout cas que ça aura soulevé chez vous des questionnements et puis peut-être des réponses. Voilà. Merci à vous.